Je vous laisse du coup évoquer un petit peu. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup aux organisateurs d'avoir invité un représentant de la tutelle, même si je n'aime pas trop ce mot, qui je crois est très réducteur par ailleurs du rôle et du positionnement de l'Agence régionale de santé. Je voulais aussi excuser le directeur général de l'ARS qui devait être présent aujourd'hui, mais qui a été pris par une réunion importante à Paris au ministère et qui m'a demandé de le représenter. Alors, pour commencer, je voulais préciser le cadre, parce qu'il ne faut pas que vous ayez des attentes excessives vis-à-vis de l'ARS en matière de management. En fait, l'ARS, elle n'a pas la responsabilité directe du management des équipes au sein des établissements de santé. Ça n'est pas de son ressort. Je préfère le préciser pour que les choses soient claires. Il s'agit en fait d'une compétence exclusive des directions d'établissement et par délégation de l'ensemble de la chaîne hiérarchique et fonctionnelle, et notamment de l'ensemble de l'encadrement de proximité. Donc en fait, il s'agit d'une des marges de manœuvre dont disposent les chefs d'établissement pour organiser leur établissement, le faire fonctionner, considérant qu'ils sont mieux placés que l'ARS qui est externe à l'établissement pour faire les choix de management les plus adaptés. Mais ce n'est pas parce que l'ARS n'assure pas elle-même directement le management au sein des établissements qu'elle n'est pas intéressée, bien sûr, à la question. Et donc, au contraire, nous, on est très intéressés à ce que les chefs d'établissement promeuvent un management alors qu'on qualifie aujourd'hui de durable, mais en tout cas qui soit le plus adéquat possible, dans la mesure où on dépende directement ou indirectement, d'abord la préservation des professionnels eux-mêmes, à laquelle on est bien évidemment attaché, la préservation de l'attractivité de l'établissement sur la durée pour assurer l'avenir du fonctionnement de l'établissement. En dépendent aussi les qualités et la sécurité de la prise en charge des patients. Et puis, enjeu ultime, et on le constate aujourd'hui, la capacité du système à offrir un nombre de lits, de places suffisants pour prendre en charge les patients, tout simplement, et prévenir le risque de rupture. Donc, derrière cette notion de management durable, nous, on voit l'ensemble de ces enjeux. Et ce que je voulais dire, c'est que quels que soient les efforts qui seront faits par le gouvernement au niveau national, les ARS au niveau régional, notamment pour allouer des moyens budgétaires, pour commencer, importants, les conditions de travail, les conditions de prise en charge des patients vont être avant tout dépendantes des choix faits par les chefs d'établissement et l'ensemble de leurs managers. Et en fait, en fonction des choix qui seront faits, les efforts que peuvent faire le gouvernement au niveau national, encore une fois les ARS, ils peuvent être atténués, voire neutralisés, si le management fait de mauvais choix. Donc tout ça pour dire qu'il y a une forme d'interdépendance en fait entre ce que peut faire l'ARS et ce que peut faire l'ensemble de la ligne hiérarchique et fonctionnelle d'un établissement. Et donc vous avez besoin que nous fixions un cadre global qui soit le plus favorable. Mais nous, on a aussi besoin que vous en faisiez bon usage dans le cadre d'une forme de management durable. Est-ce que vous, néanmoins, de là où vous êtes, vous voyez, ou comment vous voyez partager le constat qui est celui des managers au quotidien, d'une pénurie de postes, d'une difficulté à fidéliser les personnels de plus en plus grande, et donc d'organisations qui sont sous tension de ressources humaines permanentes? On fait le constat très paradoxal suivant. Je m'explique. Parce que d'un côté, on a à l'évidence des tensions qui s'exacerbent. Et je vais en décrire différents symptômes. Et pourtant, certains diraient en même temps, sur un plan statistique, on constate une augmentation des effectifs, aussi bien soignants que médicaux dans les établissements, et y compris dans les établissements publics. Je suppose que la majorité d'entre vous êtes issus des établissements publics. Alors, les tensions, elles sont réelles, hein. Je ne les nie surtout pas. Elles prennent différentes formes. Pour commencer, une augmentation de l'absentéisme.
en moyenne régionale, on a perdu 1 point d'absentéisme par rapport à l'avant-crise. On était à 8-9%, on est passé à 9,9% en 3 ans. Donc l'avant-crise, c'est 2019 en pratique. Et si on va un peu plus loin, il y a 10 ans, c'était 7,9%. Donc il y a eu très clairement une dégradation de l'absentéisme, et ça, c'est un indicateur qui est malheureusement très, très révélateur des difficultés. Ce que l'on constate aussi, c'est une augmentation du turnover. Alors pour le coup, on ne dispose pas de statistiques très, très précises, mais tous les témoignages convergent pour dire que le turnover augmente considérablement. Et avec la conséquence première, je pense qu'il y a beaucoup de cadres ici dans l'Assemblée, que l'établissement des plannings devient de plus en plus fastidieux, pour ne pas dire pénible. On constate aussi une augmentation des difficultés de recrutement, c'est-à-dire que les postes vacants restent vacants plus longtemps qu'ils ne l'étaient antérieurement. Donc ça aussi, c'est un indicateur d'une forme de dégradation. Et précisément, on constate, alors là, pour le coup, on a des chiffres, une augmentation du nombre de postes vacants. La FHF a fait une étude il y a quelques mois maintenant, alors, qui était nationale, hein, ce ne sont pas des chiffres Nouvelle-Aquitaine, mais il est estimé que voilà, 2,5% des postes d'aides-soignants étaient vacants, et 6,6% des postes d'infirmiers diplômés d'État. Donc là aussi, c'est un autre symptôme. Alors, les conséquences... Juste dans ces symptômes, est-ce que les filières d'enseignement sont aussi impactées à l'échelle régionale? Vous suivez de près notamment les IFSI, alors qu'ils sont aujourd'hui dans Parcoursup, bien évidemment, donc avec une augmentation du nombre d'entrées. Mais est-ce qu'à la sortie, il y a aujourd'hui plus d'infirmiers et d'infirmières? Et sur les autres métiers soignants, est-ce que là aussi, les filières pâtissent aussi de cette crise? C'est très variable suivant les filières. Ce que l'on constate, c'est d'abord une diminution du nombre de candidats au concours, et donc une réduction du ratio entre nombre de candidats et nombre de places offertes. Donc ça, c'est très net depuis plusieurs années. On constate aussi que toutes les places qui sont offertes au concours ne sont pas prises, mais globalement, en moyenne régionale, à peu près toutes les places sont prises. En tout cas, elles l'étaient ces dernières années, et à peu près toutes filières confondues. En revanche, effectivement, en cours de formation, on a plus d'abandon qu'on en avait antérieurement. Le constat est paradoxal. Pourquoi alors? Parce que le tableau tel que tracé n'appelle pas à un paradoxe particulier, mais à un constat plutôt sombre. Il est paradoxal parce que tous ces indicateurs qui sont objectivement mauvais sont bien réels, et en même temps, on constate une augmentation des effectifs salariés, rémunérés dans les établissements, avec des augmentations qui ne sont pas négligeables. En ce qui concerne le personnel médical, par exemple, sur la région, rien que ces 2 dernières années, dans les seuls établissements publics, l'augmentation a été de 5,4%, et pas exprimée en personnes physiques, en équivalent temps plein rémunéré. Donc c'est quand même une augmentation significative sur 2 ans. Et sur le personnel non médical soignant, donc j'exclus la filière administrative, filière technique. Alors je ne me souviens plus, vous voudrez bien m'en excuser si ça inclut la filière médico-technique. On est sur 4 ans, alors ce n'est pas la même temporalité, sur 5,4% d'augmentation. Donc c'est relativement paradoxal parce que les différentes tendances ne se rejoignent pas totalement. Je pense que l'une des explications est liée au fait que les modes d'organisation ont changé, les ratios d'effectifs ont pu changer dans certains services. Donc on manque de recul aujourd'hui pour en comprendre les raisons et se l'expliquer totalement. Sur vous l'avez bien dit tout à l'heure, l'ARS n'est pas acteur effectif des modèles de management. Néanmoins, j'imagine que vous accompagnez un aspect qui est essentiel, dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais qui va changer le management, c'est les avancées du Ségur. Et les avancées du Ségur, c'est les binômes, sont les entretiens annuels, c'est tous ces nouveaux outils que les gens dans la salle ici vont avoir à leur disposition pour aborder le management différent. Quelle opportunité il y a et quel rendez-vous il y a à ne pas rater en la matière? Alors, le Ségur, il nous a
libérer de nombreuses contraintes, même si, bien sûr, on est toujours limité dans nos initiatives par la contrainte budgétaire. Mais globalement, les budgets ont considérablement augmenté, mais ils ont été augmentés de manière ciblée. Alors, il y a plusieurs leviers qui sont actionnés par le Ségur. Le premier, qui est un des plus importants, c'est tout simplement l'augmentation des quotas de formation. Je vais y revenir plus en détail. Le deuxième, c'est toute une série de dispositions qui ont été prises pour améliorer les conditions d'exercice. Je reviendrai dans le détail également. Et puis le troisième, c'est la diversification et l'enrichissement des métiers. Alors, l'augmentation du nombre de professionnels formés, ça c'est probablement l'enjeu le plus important, a fortiori si tout le monde constate que les postes vacants augmentent et que les besoins augmentent également. C'est d'autant plus important qu'on se rend compte que la durée de vie dans le métier, elle a tendance à se réduire. Donc on ne pourra pas compter sur les personnes formées tout au long de leur carrière. A priori, tant mieux si elles restent tout au long de leur carrière dans les établissements, mais c'est assez peu probable. Et donc il va falloir augmenter le nombre de personnes formées pour compenser en quelque sorte. Et donc, on a, rien qu'au cours de ces 3 dernières années, en fait, augmenté le nombre de places de manière très significative sur la région. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour les aides-soignants, on est, pour ne pas vous dire de bêtises, à plus 25% du nombre de places qui ont été augmentées donc, sur les rentrées de septembre 2020, septembre 2021, septembre 2022. Donc, c'était sur les infirmiers, pardon. Et sur les aides-soignants, on est à plus 51% par rapport à 2020. C'est-à-dire que entre septembre 2020, septembre 2021 et septembre 2022, on a créé 1100 places supplémentaires dans les IFAS de la région. Ça, ce sont des chiffres Nouvelle-Aquitaine. Donc, en fait, on augmente les capacités de formation pour répondre aux besoins. La limite que l'on peut mettre en avant, c'est, voilà, encore faut-il qu'il y ait des candidats et que les personnes formées restent jusqu'à la fin de formation. Mais ça, c'est encore un autre enjeu. Et donc, on souhaite aussi engager des actions pour améliorer les conditions de stage, parce qu'on se rend compte que c'est l'un des facteurs qui conditionne l'attractivité sur la durée du métier, d'abord, et puis aussi de l'établissement au sein duquel le stage est organisé. Le fait est qu'aujourd'hui, c'est un constat qui est un peu amer pour nous, je crois pour beaucoup de professionnels. Beaucoup d'étudiants nous renvoient que les conditions de stage ne sont pas très bonnes. D'abord parce qu'ils mettent beaucoup de temps à trouver les stages, et ensuite parce que les conditions d'accueil ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'ils espéraient. Alors après, on peut en débattre, mais c'est un point sur lequel on souhaiterait travailler pour demain. Ça, c'était pour l'augmentation du nombre de professionnels formés. On a obtenu, bien sûr, dans le cadre du Ségur, une amélioration des conditions d'exercice. Alors ça a pris plusieurs formes. Pour commencer, quand même, une revalorisation des rémunérations. Alors là aussi, on peut en penser ce que l'on veut. Il n'en reste pas moins que l'augmentation qui a été allouée, elle est historique, puisque pour les infirmiers, par exemple, après 1 an de carrière, ça représente 290 € net par mois. Et en fin de carrière, on est à plus 536 € net par mois, grâce au Ségur. Et pour les aides-soignants, après 1 an de carrière, on a plus 228 € net par mois. Et en fin de carrière, on a plus 651 € net par mois. Donc ce sont des revalorisations qui sont très conséquentes, et on espère que ça aura un impact, même si à ce stade, on ne le constate pas. Autre possibilité qui a été ouverte par le Ségur, c'est globalement toute l'amélioration des conditions matérielles. Parce que beaucoup de soignants, de médecins se plaignaient de la vétusté des locaux, de la vétusté des équipements, à juste titre, parce qu'on avait sous-investi en fait dans les équipements et les locaux, à quelques exceptions près. Et donc, voilà, rien qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a obtenu une enveloppe de 1,1 milliard d'euros pour financer les projets d'investissement des établissements, soit de réhabilitation, soit de reconstruction. Le CHU de Bordeaux fait partie des heureux bénéficiaires de cette aide qui va lui permettre de se reconstruire pratiquement en totalité.
On a obtenu aussi des enveloppes pour financer ce qu'on appelle l'équipement du quotidien, c'est-à-dire l'équipement hôtelier, le petit équipement biomédical. Et donc là, on a obtenu 133 millions d'euros sur 5 ans, et dont ont bénéficié tous les établissements de santé de la région. Un mot sur ce que je disais, c'est la manière dont ça va faire évoluer aussi les pratiques managériales, ces approches par binôme qui vont se créer, ces entretiens. Est-ce que c'est aussi des leviers importants pour vous ? Oui, ce sont des leviers importants pour nous, mais ils nous échappent en grande partie. On n'aura pas, nous, ARS, d'action particulière. On fait confiance aux directions des établissements pour les mettre en œuvre. En revanche, on va avoir une attention particulière sur un aspect que je n'ai pas évoqué, c'est la mise en place d'actions collectives pour asseoir l'intéressement collectif. Ça, c'est une des grandes innovations du Ségur. Assez peu d'établissements s'en sont emparés à cette heure, mais on espère qu'ils le feront. On leur a alloué des enveloppes relativement importantes pour qu'ils le fassent. On attend le résultat des négociations avec les organisations syndicales. Donc des perspectives, donc des outils et des cadres pour faire évoluer aussi les pratiques au quotidien et accompagner cette transition vers un management durable. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Je vous remercie beaucoup.